11 septembre 1683. Après 3 mois de siège, la ville de Vienne se prépare pour son ultime bataille contre les Ottomans. Les Viennois sont fatigués, en sous-nombre, à 1 contre 15. La ville est indéfendable. Elle va irrémédiablement tomber. Le lendemain, à 5 heures du matin, la dernière bataille pour Vienne commence. Toute la journée, les Ottomans avancent, avancent et avancent encore, prenant tous les villages autour des remparts et faisant tomber le premier mur d'enceinte. Mais à 16 heures, un son de corps se fait entendre. Le roi de Pologne, Sobieski et ses légendaires hussards ailés chargent les Ottomans sur leurs flancs. Ils descendent la colline au galop et la légende dit que Hans Zimmer lui-même est apparu avec un orchestre pour jouer une musique épique. Cette attaque fait reculer les Ottomans. Et à 17 heures, ils sonnent la retraite et se replient. C'est une victoire. La ville a été défendue. La ville a été défendue. Vraiment. Peut-on réellement appeler ça une défense? Spoiler, non. Mais alors, qu'était-ce? Eh bien, je m'en vais vous l'expliquer. Tout d'abord, il faut bien voir qu'une défense, c'est une réponse à une attaque. On ne se défend pas face à rien, n'en déplaise au maire de Châteauneuf-du-Pape qui a interdit aux ovnis de se poser sur sa commune. Cela peut paraître évident pour certains, mais ce n'est pas si simple, car on utilise souvent le terme de défense alors qu'il n'y a pas d'attaque. Par exemple, lorsque l'on enfreint une loi. Au Royaume-Uni, il est légalement interdit de mourir dans l'enceinte du Parlement. Si cela vous arrive, vous ne pourrez pas vous défendre. Vous pourrez expliquer votre geste, mais vous ne serez pas attaqué, car vous avez enfreint la loi de vous-même. Ce ne sera donc pas une défense. Ensuite, si l'on dit « je me défends »,« je me suis défendu », c'est que l'on parle de quelque chose de réussi. Certes, nous l'utilisons souvent alors que nous avons perdu, mais essayer de se défendre et se défendre, c'est très différent. Lorsqu'on utilise un verbe tout seul, c'est que l'on a réussi l'action de ce verbe. Dit-on « j'ai dansé » alors que l'on s'est étalé sur la piste au premier pas? Dit-on « j'ai chanté » alors que nous avons été expulsés du bar après avoir rendu 4 clients sourds? Non, nous avons essayé de danser, nous avons essayé de chanter, mais nous avons raté. Pour la défense, c'est pareil. Vous avez essayé de vous défendre, mais vous avez perdu. Alors, vous ne vous êtes pas défendu, mais vous vous êtes battu. Lorsque l'on nous attaque, on se bat dans le but de se défendre. Et c'est lorsque l'on réussit que l'on s'est réellement défendu. Alors on me répondra que l'on peut réussir à se défendre, mais perdre quand même au final. On peut contrer un argument, mais perdre le débat. On peut bloquer un coup, mais perdre le combat. On peut tuer un communiste, mais perdre Cuba. Eh bien, je vous répondrai. Vous avez gagné une bataille, mais pas la guerre. En effet, comme je le disais précédemment, une défense, c'est une réponse à une attaque. Une bataille est composée de plusieurs attaques, et une guerre est composée de plusieurs batailles. La capacité de quelque chose à se défendre se calcule par la diversité de réponses à donner aux attaques. En effet, la défense, c'est une question d'outils et de manière de l'utiliser. Il est trompeur de dire que quelque chose est indéfendable si l'on ne prend pas absolument tous les paramètres en compte. Par exemple, tuer un Écossais, c'est légalement indéfendable. Sauf si vous êtes dans la ville de York et qu'il se promène avec un arc et des flèches. Dans ce cas-là précis, c'est autorisé par la loi, donc tout à fait défendable. Mais alors, moralement, c'est indéfendable. Sauf s'il a essayé auparavant de vous attaquer avec un arc et des flèches. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle la légitime défense. Vous l'avez compris, tout est une question de contexte et de moralité. D'ailleurs, quand j'y pense, utilise-t-on vraiment le terme indéfendable à sa juste valeur? Quelque chose d'indéfendable l'est par la définition même de ce mot. En réalité, c'est car il est très souvent utilisé à la place de très difficile à défendre, ce qui est effectivement beaucoup plus long à dire. Mais si l'on réussit à défendre quelque chose, c'est bien que cette chose était défendable. Comme je le disais précédemment, c'est une question d'outils, mais aussi de temps. Quelque chose de défendable peut devenir indéfendable si les mauvais choix sont faits. La ville de Tyr en a fait les frais en 332 avant Jésus-Christ. Elle a fait l'erreur de s'opposer à Alexandre le Grand. Elle se pensait intouchable, car idéalement située sur une île. Aujourd'hui, cette île est rattachée au continent, car Alexandre a fait construire une digue de 800 mètres de long en moins d'un mois pour conquérir cette ville, qui est tombée en une après-midi. À l'instant où les soldats ont posé la première pierre, la ville
est instantanément devenu indéfendable. Et tout ça grâce à la grosse digue d'Alexandre. Mais quittons les soldats en armure pour aller voir du côté des plaideurs en robe. Au niveau de la justice, peut-on défendre l'indéfendable? Eh bien, selon le site de conseil juridique mademoiselle.com, dans un cas de procès indéfendable, les avocats ne cherchent pas à diminuer la charge du crime de leurs clients, mais essayent de les représenter comme des victimes de leur entourage ou de la société. Sur le fond comme sur la forme, l'avocat est noyauté. Il ne dit pas ce qu'il veut, il ne dit pas ce qu'il pense, mais il dit ce qu'il veut faire penser, ce qui biaise le concept de défense. Il contourne, tente de montrer que l'accusé n'avait pas le choix, qu'il n'y était pour rien, dans le but de diminuer la peine, car il ne peut pas l'éviter. Ainsi, il se refuse à défendre. Il ne bloque pas directement les attaques, car c'est impossible. Alors il essaie d'esquiver, de faire un pas de côté, pour détourner l'attention et gagner un peu d'empathie. Car leur client sera forcément condamné. Et c'est à eux de diminuer la peine en montrant l'accusé comme un être humain et non comme un monstre, quand bien même les actes soient en tout point indéfendables. Nous avons vu beaucoup de choses indéfendables, mais il nous reste un dernier point à traiter. En écrivant ce texte, j'ai reçu une nouvelle invitation d'Abella Danger qui me proposait des vidéos de shows de sexe gratuits. Clique sur le lien, tu verras, c'est pas du tout un virus. Et je me suis rendu compte que le cas de la cybercriminalité était d'un exemple parfait pour mon sujet. En effet, dans le cas d'une cyberattaque, la première est toujours indéfendable, car on ne connaît pas les virus ni comment faire pour les bloquer. Alors que les suivantes, on connaît la procédure et on n'est plus à même de se défendre. En cela, nous avions un cas d'école en 2018 avec WannaCry. C'était un logiciel de rançon, ou rançongiciel pour l'Académie française. Il se présentait comme un mail d'un supérieur hiérarchique en vous demandant de cliquer sur un lien. Une fois le lien cliqué, il volait des données, les cryptait, puis vous envoyait un message en vous demandant de payer pour les récupérer. Il a ainsi touché des endroits d'importance, comme l'entreprise FedEx, le centre hospitalier universitaire de Liège, le ministère de l'Intérieur russe, ou encore le musée de la cravate de Panissière. Cette attaque a duré 4 jours. 4 jours de chaos informatique mondial avant que l'on trouve comment le bloquer. Il a fait gagner des centaines de millions à ses créateurs, tellement qu'on ne connaîtra jamais le chiffre exact. Si je donne cet exemple, c'est parce que c'est elle qui a popularisé ce type de cyberattaque. Il y en a eu 2 autres la même année. Les 2 ont fonctionné. Et encore aujourd'hui, c'est le style d'attaque qu'on ne peut jamais réellement prévoir, et donc on ne peut pas s'en défendre. Cette situation ne s'applique d'ailleurs pas qu'au monde informatique, mais également à tout ce qui constitue une nouveauté dans le domaine de l'attaque. Ainsi, pour toutes ces raisons, je vous le réaffirme, on ne peut défendre l'indéfendable. Ainsi, les soldats de Vienne, qui ne pouvaient se défendre, ont fait appel à leurs alliés pour attaquer plus fort que leurs adversaires, ce qui n'était pas une défense. Face à une attaque trop forte, on cherche d'autres moyens de gagner du temps ou d'atténuer les conséquences de la défaite. Les avocats plaident coupables et tentent d'expliquer les raisons de leurs clients pour qu'ils prennent 4 ans au lieu de 6. Les informaticiens doivent attendre que l'adversaire soit déjà là pour contre-attaquer. Mais on ne peut bloquer un coup sans bouclier. Pas de bras, pas de chocolat et rien pour bloquer les marrons. Ne soyez pas suicidaires, ne vous battez pas pour une cause perdue, mais trouvez un autre moyen de la sauver. Si vous pensez encore que l'on peut réellement défendre l'indéfendable, alors vous êtes irrécupérable. Mais cela pose une autre question. Peut-on récupérer l'irrécupérable? Je vous remercie.